Bienvenue à cette nouvelle table ronde de la matinée. Donc je le disais, hier soir, on a parlé de la convergence des dispositifs d'appui. Ce matin, au programme coordination en santé et nouveaux métiers. Alors vous le savez, avec les parcours de santé, la coordination est véritablement devenue un mot-clé. Tout n'est quasiment plus qu'affaire de coordination. On en a un peu parlé hier après-midi. Hôpital, médecine de ville, sanitaire et médico-social, professionnels de santé et patients. Alors dans ce large mouvement, apparaissent évidemment de nouveaux métiers de la coordination. Quel est le profil requis? Quels sont les besoins réels? Et puis un bon système de santé, finalement, ne devrait-il pas se réguler par lui-même sans aide supplémentaire de coordination? Est-ce qu'il faut plus miser sur des compétences cliniques ou managériales? Si je suis médecin, est-ce que je suis mieux à même et mieux placé pour manager qu'un infirmier? Voici notamment quelques questions qu'on va soulever ce matin avec mes invités, qui sont là aussi des invités de haut vol, classe internationale. Je vous les présente tout de suite. Le docteur Nathalie Chaoui, tout de suite à ma droite, directrice du réseau territorial Arpège 32 et médecin pour la plateforme territoriale d'appui du Gers. Fanchon Ginisti et Luce Dutec, coprésidente de l'association Cooks. On sait désormais comment on prononce, Cooks. Le docteur Jean-Dominique Laporte, trésorier de la Forms et coordinateur de cette formation. Je rappelle que c'est la Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et enfin, Adeline Cancel, infirmière en pratique avancée et d'ailleurs porte-drapeau des infirmières en pratique avancée et secrétaire aussi adjointe à la Forms. On démarre sans plus tarder. J'aimerais donner la parole à Nathalie Chaoui, docteur Nathalie Chaoui, directrice, donc je l'ai dit, du réseau territorial Arpège 32 et médecin pour la plateforme territoriale d'appui du Gers. On va peut-être commencer par présenter cette plateforme, ses missions. Aujourd'hui, quelles sont-elles? Il doit être allumé. Très bien. Donc, la plateforme territoriale d'appui. Donc, moi, je suis médecin et quand je suis rentrée sur le réseau, c'était un réseau douleurs et soins palliatifs et je faisais déjà de la coordination. Mais quand je faisais cette coordination, j'avais une expertise. J'étais au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et on pouvait initier des temps de concertation à domicile, coordonner le parcours du patient. En 2012, sur Midi-Pyrénées, on a pris le virage vers la maladie chronique. Alors, je suis restée médecin coordonnateur, mais sur toute cette partie de maladie chronique, j'ai perdu l'expertise. Et j'ai perdu un peu déjà mes repères, parce qu'il y avait de la coordination qui était faite et qui était beaucoup plus médico-psychosociale. Et il n'y avait plus besoin, finalement, de cette expertise et de ce conseil. Donc, c'était déjà un autre type de coordination. En 2016, il y a eu donc cette loi de modernisation du système de santé qui a proposé la construction de PTA. Et c'est vrai que sur le réseau, ça nous a vraiment interpellés. On s'est dit, c'est bien parce que finalement, ça permettra d'ouvrir le champ des possibles et de pouvoir arrêter de refuser des patients parce qu'ils ne rentrent pas forcément dans les cases, etc. Donc, on a répondu à cet appel à projet et on est devenu plateforme territoriale d'appui en 2018. Et je suis devenue coordonnateur de la PTA. Et là, finalement, je commence à plus me retrouver du tout parce que derrière ce mot coordinateur, on ne sait plus qui fait quoi, et ça devient très compliqué. Et de maintenir ces mots de coordination en EHPAD, coordination en MSP, coordination sur les MAIA, sur les réseaux, on ne sait vraiment plus qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de coordination. Il va falloir identifier et faire peut-être ce qu'a fait la MAIA à travers le fait de nommer la fonction de pilote, de gestionnaire de cas. On peut discuter ce côté poétique ou pertinent finalement de ces nouveaux métiers, mais en tous les cas, on les a identifiés. Donc je suis devenue coordinatrice sur la PTA, et là, mon métier, il a complètement changé. Et bien sûr, je n'avais plus l'expertise du tout. Sur les situations qu'on prenait en charge, finalement, la partie médicale, ça devenait une portion congrue de la prise en charge et la partie sociale était beaucoup plus au devant de la scène. Et c'est vraiment qu'il y avait ces intrications entre le médico, le psycho et le social, mais le médical, finalement, est-ce qu'il y avait besoin d'une expertise? Non, je pense pas. Mais du coup, on se retrouvait avec ce terme de coordonnateur de PTA, avec un peu le vertige de la feuille blanche, puisqu'on n'avait pas quelque chose de très déterminé. On avait 3 missions à remplir. La première mission d'orientation et d'information, la deuxième mission de coordination en respectant un principe de subsidiarité avec les systèmes déjà en place, et le soutien aux initiatives des professionnels.
Sur notre PTA, la mission 1 d'information et d'orientation, elle existe, mais elle est peu utilisée encore par les professionnels. Sur la mission 2 de coordination, on a quelques situations de coordination. On a commencé par des mistigris. Et je pense à ces syndromes de Diogène, ces personnes qui accumulent dans leur habitat jusqu'à ce que ça devienne insalubre. Et finalement, on a commencé à faire des concertations, mais il n'y avait pas d'expertise médicale. Il y avait juste le besoin de créer du lien et de mettre les gens autour de la table, autour des situations un petit peu particulières. Là où on s'est vraiment développé sur la PTA du Gers, ça a été sur la mission 3. Et en fait, on a rencontré les professionnels et on a on a tiré les fils. On est parti vraiment à chaque fois d'une demande des professionnels de santé pour essayer de construire. Et le premier truc qui nous a été demandé lors de ces rencontres, ça a été de structurer le parcours d'obésité pédiatrique. Vous vous rendez bien compte que moi, médecin soins palliatifs, un peu gériatre et un peu escarophile, j'étais assez loin de ma base. Et donc, il a fallu aller rencontrer à nouveau d'autres partenaires, redécouvrir des richesses du territoire, des professionnels, des ressources qu'on connaissait absolument pas. Et là, sur l'obésité pédiatrique, on a été sur le réseau régional, créer un lien avec des centres, des experts, et puis coordonner ces parcours à travers une RCP qu'on avait mis en place, donc une réunion de concertation pluriprofessionnelle qui associait le premier recours et finalement l'expertise du réseau régional. Donc ça a été une des premières choses qu'on nous a demandé. On nous a demandé aussi de mettre en place des groupes inter-EHPAD. À chaque fois, on part d'une demande. Une infirmière d'EHPAD qui me dit moi, c'est bien, mais je fais des formations, mais en fait, j'ai pas d'espace pour avoir un retour d'expérience et des échanges de pratiques avec mes pairs du territoire. Donc on a monté un groupe inter-EHPAD. On a travaillé aussi sur un projet fragilité, et ça venait d'une autre demande, d'un autre médecin, qui nous a dit, voilà, moi je suis un médecin qui est très impliqué dans la prise en charge de la fragilité de la personne âgée, mais j'ai un problème parce que je dépiste la fragilité, et derrière, j'ai pas d'aval pour avoir des ateliers, effectivement, de prévention de la perte d'autonomie. Donc, avec son accord, avec elle et avec deux MSP, on a monté un projet en leur nom, auprès de la conférence des financeurs, pour mettre en place des ateliers sur cette MSP et sur d'autres bassins du territoire. L'idée, c'est après de ne pas pérenniser, mais de leur donner la main, de dire, voilà, c'est un truc qui est possible, continuons. Voilà un petit peu pour ce qu'on faisait, mais c'est vraiment un nouveau métier, avec certainement une dénomination, un truc à trouver pour... Alors justement, c'était l'objet de ma prochaine question, et puis ensuite on va entendre Fanchon et Luce sur Cooks, mais qu'est-ce qui, selon vous, d'après votre expérience de terrain, fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Actuellement, c'est ce que je vous disais, la mission 1 est quand même peu utilisée. Alors le problème aussi, c'est qu'on est à un an de fonctionnement et qu'on est déjà en train de se projeter vers les DAC et des nouveaux fonctionnements et des métiers qui vont encore évoluer, alors qu'on n'a pas pu faire le bilan de ce qui existait. Et on n'a pas pu encore développer tout ce qu'on avait à développer. Mais à l'heure actuelle, sur un bilan d'étape, je dirais que la mission 1, elle est peu sollicitée sur notre PTA, ce qui n'est pas le cas peut-être des autres PTA, que la mission 2, elle existe par des projets qu'on a initiés en mission 3. Donc on coordonne des situations qui nous ont été signalées, mais on coordonne beaucoup de situations qui sont issues des projets d'appui aux initiatives des professionnels. Je pense à l'obésité pédiatrique. On coordonne des situations d'obésité pédiatrique parce qu'on a structuré le parcours en mission 3. Voilà. Et la mission 3 est vraiment la mission, en tous les cas, qui est la plus sollicitée actuellement. Merci Nathalie Chaoui, on reviendra à vous tout à l'heure. Je voudrais qu'on entende Fanchon, Ginisti et Luce Dutech, qui sont toutes deux co-présidentes de l'association Cooks, Coordination Santé Occitanie. Fanchon, je précise que vous êtes coordinatrice de 3 maisons de santé et d'une CPTS. Vous allez nous parler toutes les deux de ce métier de coordinatrice de terrain. Vous travaillez ensemble, donc vous aviez envie de vous exprimer ensemble ce matin, c'est important. Vous avez créé cette association Cooks avec l'idée de vous dire que la coordination en santé, c'est un vrai métier, qu'il faut une véritable expertise pour coordonner un territoire. Est-ce qu'on peut parler de cette association Cooks ? Quelles en sont ses missions ? Je crois que vous en avez défini 4 à peu près, c'est ça ? Donc oui, Cooks, bonjour à tout le monde, c'est une association professionnelle pour approfondir la réflexion sur la coordination de professionnels qui occupent des missions de coordination au sein de structures d'exercice coordonnés. Donc il y a quand même une spécificité au départ de faire de la coordination dans le secteur libéral, c'est-à-dire dans les équipes de soins primaires, les maisons de santé pluriprofessionnelles et les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé. Donc Cooks, elle est née en fait à la suite de séminaires de la formation Pacte. On en a parlé un petit peu hier. Donc la formation Pacte, c'est programme d'accompagnement continu du travail en équipe.
Donc c'est une formation qui a été montée par le HESP et la HAS et qui ensuite a été déployée en région par les ARS, financée par les ARS et déployée par les fédérations régionales des maisons de santé. Donc ici sur la région Occitanie, c'est la FORMS qui s'occupe du déploiement de la formation en partenariat avec l'ARS. Donc rapidement, cette formation, c'est une formation organisée sur 2 ans avec de l'e-learning et ensuite des séminaires en présentiel. Et donc quand on se retrouvait, la première promotion a commencé en 2018 avec des personnes qui occupaient des fonctions de coordination dans des EMSP depuis quelques mois, d'autres personnes depuis 1 an à peine, qui avaient fait autre chose avant et qui arrivaient comme ça sur leur poste. Il y avait donc l'apport de la formation, mais il y avait un besoin d'échange d'expérience et de retour d'expérience, d'échange sur les outils très important. Donc on s'est dit, pour poursuivre en fait ce temps d'échange, donc la formation répondait à certaines questions, à certaines problématiques et à un besoin qu'on avait, mais on avait besoin d'aller plus loin et donc du coup on s'est dit, pour aller plus loin, il faudrait constituer une association de personnes qui se reconnaissent en fait dans la fonction de coordination au sein d'équipes d'exercice coordonnées et de pouvoir échanger sur nos pratiques. Donc on a défini différentes missions. Je vais passer la parole à Luce. Donc les 4 missions sont à peu près emboîtées. Donc le premier et le plus évident qui est favoriser l'échange de pratiques entre les coordinatrices et les coordinateurs qui sont membres de l'association. Donc c'est être au service de ses membres. Le deuxième, c'est structurer un groupe professionnel pour créer un référentiel métier de compétences. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir le même questionnement de la coordination. Ça représente des variétés de situations et de missions incroyables et donc l'objectif c'est d'aller plus loin pour définir un peu plus précisément les termes qui vont nous permettre de nous reconnaître, de comprendre de quoi on parle pour ensuite sur notre 3e mission aussi pouvoir représenter un groupe professionnel, c'est-à-dire parler, que l'association puisse parler au nom d'un groupe professionnel en connaissance du groupe, quoi. Et donc la 4e mission, c'est être force de proposition dans la conception et la mise en œuvre de politiques de santé. L'objectif étant tout le long de travailler en partenariat avec les structures qui nous ont permis déjà de nous rencontrer, donc l'ARS, la FORMS, la formation Pacte, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une structure comme celle-là aujourd'hui? On précise que ce n'est pas un centre de ressources, hein, c'est important. Donc effectivement, ce sont les membres qui travaillent bénévolement au service de leurs membres. C'est une toute jeune association qu'on a constituée le 4 mai 2019. Donc on se structure avec la méthodologie qu'on développe dans les maisons de santé, il n'y a pas de secret. Donc on a une trentaine d'adhésions, un bureau, des référents projets et on commence par organiser une auto-formation par les pairs qu'on va structurer cette année pour déjà partager les expériences, les expertises, les compétences. Donc on fera un premier retour d'expérience l'année prochaine peut-être. Oui, Fanchon. Non, c'est vrai parce qu'on s'est rendu compte quand on observe un petit peu le profil des personnes qui occupent des fonctions de coordination au sein des MSP. Donc là, c'est les études qui ont été menées par le HESP qui a analysé en fait un petit peu les personnes qui ont suivi la formation Pacte. Il y a trois différents profils. Donc il y a des personnes donc des professionnels de santé, donc qui se sont impliqués dans le projet de la maison de santé et qui après se sont intéressés aux missions de coordination, se sont retrouvés dans ces missions de coordination et on consacre une partie de leur temps, ils gardent une partie sur la prise en charge du patient, mais une partie de leur temps à la coordination de la MSP. Ensuite, il y a des personnes qui avaient un profil secrétaire médical, assistante administrative au sein des MSP et qui ont pu prendre des missions qui relevaient de la coordination également. Après, le troisième, on va dire, un peu profil, c'est des personnes qui ont un bac plus 4, bac plus 5, donc avec des masters de santé publique ou une formation dans le management
une entreprise, dans l'événementiel, dans la gestion de projet, avec un changement, une reconversion professionnelle, et du coup une véritable richesse au niveau des compétences et des expériences, et qu'on aimerait en fait avec l'association Cooks pouvoir valoriser. Donc c'est pour ça que le projet, c'est de faire passer vraiment un questionnaire qui permet de recenser un petit peu le parcours de chaque personne qui occupe des fonctions de coordination et de pouvoir ensuite partager, si par exemple une personne a une expérience dans le management, pouvoir mettre à profit davantage ce côté-là. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette formation, effectivement PACT, programme d'accompagnement continu du travail en équipe, parce qu'on le précise, indépendamment de Cooks, de cette association, vous participez en région et au niveau national à la création de ce programme de formation au métier de coordinateur de santé. En quoi est-ce qu'il consiste ce programme? Je crois que ça se fait en 2 ans, c'est ça? Oui, alors on est tous les trois du coup avec Jean-Dominique on va parler avec le docteur Laporte, formateur relais. Donc c'est un programme construit sur 2 ans. Avec donc une plateforme où il y a des ressources avec des thématiques différentes, donc la prise de fonction d'un coordinateur, donc comment écrire une fiche de poste, comment se positionner dans l'équipe, quelle place je prends par rapport à l'équipe de professionnels de santé et aux gérants ou aux leaders. Ensuite, c'est comment j'accompagne l'élaboration du projet de santé, l'écriture du projet de santé et ensuite faire vivre le projet de santé avec des référents, des groupes projets et ensuite un suivi, une aide à la mise en place des actions avec la recherche de moyens et puis après le suivi de ces actions. Ensuite, le 3e volet, c'est l'animation de la dynamique collective. Donc c'est comment je fais émerger un collectif de travail avec des professionnels qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui avaient plutôt une culture une responsabilité individuelle et une culture de l'indépendance, on va dire ça. Donc comment, par des temps de convivialité, ça y joue, mais comment je fais émerger un collectif de travail avec une gouvernance visible où tout le monde puisse trouver sa place. Et en mettant quelques règles aussi communes pour pouvoir justement que chacun s'investisse dans le collectif. Et après, le 4e volet, c'est la démarche qualité. Donc ça, c'est les ressources sur la plateforme. Et ensuite, il y a les séminaires où on se retrouve 6 fois au cours des 2 ans, sur 1 jour et demi, pour justement faire un retour des apports de la plateforme et surtout faire de l'échange de pratiques et d'expériences. Justement, on va continuer d'en parler avec le docteur Jean-Dominique Laporte. Vous êtes trésorier et coordonnateur de la FORMS, la Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé pluriprofessionnelles. Ça, c'est important pour vous. Pour quelle raison ? Alors c'est très important de faire vivre une fédération qui est membre de la fédération de la FFMPS, la Fédération nationale des maisons de santé, qui a été un élément de structuration du changement de paradigme que nous vivons entre une médecine traditionnelle qui était une relation médecin-malade de façon isolée et une relation qui est maintenant des patients en face d'une équipe de soins. Je crois qu'on vit un véritable changement et je me félicite d'avoir été au cœur de cette mouvance avec Pierre Dehaas il y a une 15aine d'années ou 20 ans, je me souviens plus. Moi d'un côté, médecin de station, Pierre Dehaas au fond de sa campagne, s'il m'entendait il me dirait de tout, mais où on avait les mêmes idées et où on pensait équipe de soins. On se demandait comment on va faire. On se disait que nos secrétaires, elles pourraient bien nous aider à préparer les gens pour faire de la radio. Tiens, on pensait déjà à nos assistants médicaux. Et de cette structuration-là, nous arrivons aujourd'hui avec une position centrale de la FORMS qui s'est vue confier, mais c'est la FFMPS, s'est vue intégrée avec l'école de santé publique et l'HAS dans ce fameux diplôme PACT qui a été une restructuration, une structuration complète de ces nouveaux métiers de coordination qui sont le cœur du système. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'équipe de soins sans penser à territoire, adaptation de cette équipe au territoire. Qui dit cela dit on structure une équipe. Structurer une équipe, c'est qui la dirige, quel est le management de cette équipe, qui c'est qui en a le leadership,
Et tout de suite, on se dit, mais de quoi on parle? D'une entreprise. Et on passe d'un cabinet médical isolé à une entreprise médicale. Donc on en est là aujourd'hui, et de se dire, mais si on fait ça, est-ce qu'on n'oublie pas le patient? Et dans notre réflexion, c'est de se dire, une entreprise médicale pour le patient. Donc tout ce qui est autour du projet de soins et de l'analyse territoriale. Donc là, le diplôme tel qu'il est fait aujourd'hui, et il est en train de s'inventer parce que les retours d'expérience et l'importance de la COUC, c'est là, c'est de se dire mais quels sont les besoins des équipes, quelles sont leurs souffrances, parce que souvent c'est de ça dont on parle, c'est la difficulté extrême à faire prendre, comment on dit, la mayonnaise dans une équipe au service des patients. Comment arrive-t-on à le faire? Et on parle là de gouvernance de cette équipe de soins. Donc c'est tout l'enjeu de cette formation, tout l'enjeu du fonctionnement de la fédération, de pouvoir rassembler ces idées, faire en sorte de structurer toutes les idées venues d'ailleurs et de regarder comment ça se passe et de faire en sorte que le nouveau système de santé qui est en train d'émerger à une vitesse folle marche dans le bon sens. Et j'étais ravi de participer à ce quand le réseau Occitanie nous a invités. Je me suis régalé à l'atelier de ce matin, là, c'était très bien. Vous imaginez quelques idées fantastiques qui sont sorties, là, hein. Et la CPTS, si c'était les patients qui la maîtrisaient. Ça a été extraordinaire. Jean-Dominique Laporte, on l'a compris, c'est tout le chantier de cette transformation du monde de la santé sur les territoires qui est en train de s'opérer. On sort quelque part le médecin de sa tour d'ivoire, on peut peut-être dire ça quand même aujourd'hui. Ça suppose aussi de changer beaucoup de choses, notamment sur l'éducation, la façon de travailler des médecins, et puis de trouver surtout de nouvelles façons de travailler ensemble. Est-ce que finalement tout ça, ça va dans le bon sens ? Oui, absolument. Je crois que c'est une évolution inéluctable dans lequel chacun doit trouver sa place. C'est un des challenges de ces nouveaux métiers de la coordination, de savoir faire vivre ces équipes, de les faire vivre ensemble, de faire en sorte que les participants, quels qu'ils soient, les professionnels de santé en général, soient heureux de travailler ensemble. Un de nos membres éminents de la FFMPS était très content de développer, c'est à Paris, au pied du Stade de France, très content de défendre une idée fantastique qui est l'indice de bonheur partagé dans les équipes. Voilà, c'est quelque chose, voilà, est-on content de travailler ensemble? Et je crois que c'est un des enjeux de ces nouveaux métiers de la coordination, de faire vivre cela. On est à l'étape au-dessus de la machine à café. Qui c'est qui parlait de la machine à café hier? Mais enfin, c'est Cyril Le Sen hier. Oui, tout à fait, voilà, mais c'était remarquable. Voilà. Donc, dans ce changement total, bouleversement complet, on l'a compris, les choses sont positives. Est-ce que les politiques ont apporté également de bonnes réponses, des réponses favorables, qui vont dans le bon sens aussi? Alors c'est extraordinaire parce que j'ai vécu pendant 30 ans, moi qui suis à la retraite depuis quelques mois, j'ai vécu pendant 30 ans sans rien du tout. Il ne s'est rien passé dans aucun parti politique. Et mes amis syndicalistes, je suis syndicaliste aussi, hein, aucune idée nouvelle, ou très peu, ou très peu, ou très peu. Et ça avançait avec lenteur, on va dire. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Depuis quelque temps, c'est un bouillonnement d'idées. Un bouillonnement d'idées, c'est extraordinaire, ça va à une vitesse folle. Et dans ce bouillonnement d'idées, je n'ai pas, dans quelque parti politique que ce soit, je n'ai pas vu d'idées contre j'ai pas vu d'opposition. Du tout, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, on a encore quelques freins politiques et il faut qu'on en parle. Et ça fait partie des missions des coordinatrices d'être coordinateurs, d'être au cœur de ces problèmes-là. Nous avons encore des freins dans les politiciens locaux, au niveau de nos communes. Quels freins, par exemple? Ou simplement de prendre les médecins pour des nantis. Mais on ne va pas donner des sous à ces médecins qui sont nantis. J'ai vécu l'affaire, il a fallu que je me mouille politiquement pour dire pour qui voter aux dernières élections municipales. J'ai écrit à toute la population, pour dire ne vous trompez pas. Voilà, à un moment donné, ça devient très compliqué. Alors, c'est de moins en moins vrai. La désertification a fait qu'ils ont la corde au cou, mais en contrepartie, ils sont prêts à n'importe quoi.
Ils sont prêts à lâcher n'importe quoi sans surveiller, sans se poser la question de la gouvernance, sans se poser la question des relations entre l'entreprise médicale et la communauté de communes, par exemple, c'est-à-dire donner des sous sans cahier des charges. Par exemple, voilà. Donc on a encore des freins et un apprentissage du monde politique, je suis désolé de leur dire, mais c'est comme ça, de quelques-uns. Alors, des politiques moteurs, on en a quand même quelques-uns, et le problème, c'est que les idées fusent de tous les côtés, sans forcément beaucoup de logique. Voilà, c'est un peu le problème. On va donner la parole à Adeline Cancel, qui est une des élèves de ce programme d'enseignement Pacte. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes infirmière en pratique avancée, vous êtes même, je l'ai dit, porte-drapeau des infirmières en pratique avancée et secrétaire adjointe de la Formes également. Vous êtes, on peut le dire, une véritable pionnière dans ce domaine de la pratique avancée. Vous êtes l'une des toutes premières en France à avoir été diplômée, je crois. Donc vous procédez une véritable compétence dans ce domaine. On rappelle que c'est la possibilité accordée aux infirmiers d'aller jusqu'au Master 2 et d'acquérir ensuite la possibilité de réaliser plus d'actes de façon légale, c'est ça? C'est comme ça qu'on peut le résumer? Parlez-en mieux. Comme ça. Donc d'abord bonjour à tous et à toutes. Je voulais vraiment remercier Réseau Occitanie d'avoir laissé un petit peu de place à la présentation de l'infirmière en pratique avancée. Qui est, comme vous le disiez, une nouvelle compétence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers et beaucoup de nouvelles structurations. On vit vraiment une mutation de notre système de santé qui va à toute vitesse, comme le disait Jean-Dominique. Et donc, en fait, cette nouvelle compétence d'infirmière en pratique avancée, donc, ce sont des infirmières qui, par une formation de niveau master, ont un diplôme d'État délivré par des facultés de médecine, donc formées par des médecins essentiellement, et qui vont nous permettre en fait d'avoir une expertise clinique et une montée en compétences qui va, pour vous donner un petit peu grossièrement une idée, se situer entre l'infirmière socle et le médecin. Voilà, avec tout un panel de compétences et de fonctions, dont ce que vous disiez, qui sont en fait des délégations médicales, puisque nous avons en charge de suivre les patients en consultation qui sont atteints de pathologies chroniques stabilisées. Enfin, c'est une des options, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ça. Nous avons plusieurs compétences. Nous avons des compétences dans la coordination, dans la recherche clinique. Nous avons également des compétences un petit peu plus poussées dans la démarche qualité. Donc, on a tout un ensemble de compétences qu'on va en fait développer en fonction des besoins de notre territoire et des besoins des patients. Et ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que l'infirmière en pratique avancée, elle est avant tout une infirmière qui a une pratique clinique directe et qui est en contact direct avec le patient. Donc quand on va parler de coordination effectuée par une infirmière en pratique avancée, moi je vais plutôt parler de coordination de soins, c'est-à-dire de coordination de parcours de soins du patient. Donc tout ce qui va être autour de lui. Ensuite, la coordination au sens plus large, puisqu'on peut considérer qu'il y a plusieurs sortes de coordination qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire améliorer la prise en charge de nos patients et aussi améliorer nos conditions de travail. Mais voilà, il y a quand même des différences. L'infirmière en pratique avancée va plus se situer dans la coordination de soins et un petit peu moins dans la coordination organisationnelle et structurelle qui est représentée par Cooks par exemple. Donc en fait, ce sont pas du tout des choses antinomiques, ce sont plutôt des choses complémentaires. Et moi, je suis toujours super ravie de travailler avec des coordonnateurs et des coordonnatrices en santé, puisqu'on est hyper complémentaires. Donc le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est bien vous dire que cette nouvelle compétence, c'est pas encore une nouvelle compétence qui va venir s'ajouter au millefeuille déjà totalement incompréhensible de la santé. C'est en fait vraiment, on a une vision transversale et complémentaire et on va vraiment s'insérer sur notre territoire par rapport aux besoins des professionnels de santé avec lesquels on travaille et bien sûr les besoins des patients.
Donc voilà, c'était vraiment ça. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail trop de... Adeline, vous venez d'intégrer une maison de santé à Pouzol, entre Carbone et Béziers, une maison qui vient de voir le jour. Vous l'avez montée avec un binôme médical. Et vous en avez dit un petit mot, mais je voulais qu'on revienne là-dessus. Vous êtes au cœur du programme Démarche Qualité, puisque vous êtes la référente d'une façon de faire qui s'intitule la méthode du patient traceur. Est-ce qu'on peut développer un petit peu là-dessus ? Oui, bien sûr. De toute façon, je voulais surtout parler de ça, puisque aujourd'hui, depuis 2 jours, le sujet qui nous anime, c'est la coordination. Donc, je vais laisser un petit peu de côté toutes les autres casquettes de l'infirmière en pratique avancée pour surtout vous parler de la coordination, mais de la coordination de soins. Pendant mes études, j'ai développé une expertise sur cette méthodologie et j'ai été vraiment ravie d'entendre les discours depuis 2 jours où, en fait, enfin, on parle et on dit... on place le patient au centre de son parcours de soins parce qu'en fait, c'est sa santé et au final, c'est lui qui décide et c'est pas le professionnel de santé tout puissant qui va dire au patient en face de lui « Je sais ce qui est bon pour toi, tu dois faire comme ça ». Donc en fait, depuis 2 jours, on dit on part du patient, on intègre le patient, c'est lui qui doit mener son parcours de soins, c'est lui le décideur. Et en fait, cette méthodologie du patient traceur, elle part de là. En fait, on prend des patients, on va leur demander de raconter leur parcours, un petit peu comme l'a fait la dame hier qui est venue et qui nous a raconté tout son parcours du combattant en passant par la greffe pulmonaire. Et en fait, tout au long de ce parcours, on va réunir des acteurs du parcours de soins et on va pointer en fait les choses qu'on pourrait améliorer et les points positifs aussi, parce qu'on travaille quand même bien, souvent, donc il faut le dire, il ne faut pas toujours dire ce qui ne va pas, il faut aussi dire ce qui va bien. Et donc en fait, cette méthodologie va nous permettre, nous professionnels de santé, de pouvoir nous appuyer pour améliorer la qualité de prise en charge de nos patients. Et ce qui est vraiment super dans cette méthode, c'est que c'est très concret. C'est nos patients, en fait, qu'on prend en charge au quotidien et qu'on va pouvoir écouter et analyser leur parcours pour pouvoir améliorer les choses. Donc cette méthode du patient traceur, elle est développée depuis des années, c'est d'origine américaine, ça a été développé depuis des années à l'hôpital, puisque l'hôpital se sert de cette méthodologie pour l'accréditation. Donc ils sont à la pointe, d'ailleurs moi j'ai été formée à Marseille, à la PHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, sur le patient traceur, et la HAS, qui avait sorti un référentiel pour le patient traceur hôpital, a sorti en 2016 le patient traceur de ville, qui est certes très imbuvable. Et en fait, moi j'ai créé un guide du patient traceur de ville. Et en fait, avec la FORMS et également l'ARS, je travaille pour essayer d'implanter cette méthodologie patient traceur dans nos structures de soins coordonnées primaires, celles qui sont enclins à faire de la démarche qualité pour améliorer la prise en charge des patients. Et une dernière chose, mon cheval de bataille, et d'ailleurs c'est l'un de mes sujets de recherche clinique, je travaille sur l'amélioration de la coordination ville-hôpital. Donc je mets le patient traceur au service de l'amélioration de la coordination ville-hôpital en mettant autour de la table tous les acteurs de soins des établissements de santé et des soins primaires autour d'un cadre de patient et on arrive à des résultats qui sont vraiment étonnants. Parfois des petites choses, mais qui peuvent vraiment changer beaucoup. Nathalie Chaoui, je vous vois acquiescer aux propos d'Adeline sur cette méthode. C'était pas sur le patient traceur, c'était juste le lien ville-hôpital, ce qui fait un peu un serpent de mer, mais c'est bien si on arrive à le prendre par un bout. Jean-Dominique Laporte, donc tous ces métiers de la coordination qui apparaissent quand même, on peut se poser la question, c'est assez récent, mais quelle vision, quel positionnement au final ? Alors et puis quels enjeux peut-être aussi? Alors les enjeux, c'est la professionnalisation des structures médicales que nous avons. C'est de faire en sorte que ces entreprises médicales fonctionnent au service des patients. Et c'est tout l'enjeu de la formation PACT des coordinatrices et coordinateurs et le défi qui est devant nous et qui est devant le HSP.
l'école des hautes études en santé publique, l'école de Rennes. C'est une formation qui est en train de se structurer et dans lequel le coordinateur de cette formation que je suis, travaillant en lien étroit quand même avec les enseignants de l'EHSP, nous sommes confrontés à la fois sur ce que vient de dire Fanchon et Luce sur la plateforme ressources et sur le contenu de cet enseignement. Nous sommes extraordinairement surpris, et c'était un des motifs de la création de la COUCS, de se retrouver devant une complexité de ces métiers considérable. Où les coordinatrices, je voudrais sortir de la définition, parcours de soins, coordination administrative, oublions tout ça. On est au cœur de la gouvernance. Que font les leaders? Que font la coordination? Et quand on dit ça, on pose pour les coordinatrices et coordinateurs des problématiques professionnelles considérables avec une difficulté, un niveau de complexité considérable. Nous allons dans des chapitres de coordination banale qui sont de l'animation d'équipe, de la structuration d'équipe, à des problèmes très complexes, la RGDP, des problèmes de CISA avec des problèmes juridiques, et on a ces coordinatrices qui sautent de tous ces problèmes les uns derrière les autres à la vitesse de l'éclair, et on leur demande de répondre à tout, ce qui est évidemment très compliqué. Et dans l'enseignement, je vous laisse imaginer ce que ça donne, ça devient très compliqué, et les formateurs doivent se mettre au niveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas être juriste à la place des juristes, mais il faut qu'on soit capable d'apprendre aux équipes à poser les bonnes questions aux juristes. Rien que ça. Et ça, c'est déjà très complexe. Donc voilà, on se trouve devant un véritable métier et un enjeu professionnel. Fanchon et Luce, on a parlé profil, on a parlé compétences, mais finalement, quels sont les besoins réels aujourd'hui sur le terrain ? On a identifié un certain nombre de missions, 7. Donc effectivement, c'est vraiment très multicasquette et d'une minute à l'autre, d'une rencontre dans un couloir à l'autre, on va changer complètement de sujet. Donc je peux vous donner les exemples. Donc le soutien à la coordination clinique pluriprofessionnelle. Donc on va pas faire vraiment la marge de la coordination clinique, mais on va apporter un soutien aux professionnels qui font de la coordination, et on n'a pas tous la chance d'avoir une infirmière de pratique avancée dans nos équipes, loin de là. On a l'animation de la dynamique collective, et donc là on entre effectivement sur la question de la gouvernance. Que l'équipe est consciente ou non qu'il faille structurer la gouvernance, on amène l'équipe vers la structuration d'une dynamique collective en travaillant sur l'envie de travailler, puisque chaque professionnel est là par envie, et donc l'objectif aussi c'est de travailler cette envie sur la durée. L'accompagnement à la conduite de projets de santé publique, donc vaccination, plaies, cicatrisation, maladies chroniques, enfin voilà, il y a énormément de sujets, que ce soit à la fois du soin ou de la prévention. L'aide à la gestion du système d'information partagée, puisqu'une fois qu'on a choisi notre logiciel dans l'équipe, il s'agit de se l'approprier et d'en faire un outil intéressant. L'animation des partenariats, donc plus les maisons de santé sont identifiées, plus les partenaires vont venir solliciter les équipes, et les équipes ont besoin des partenaires, et tout ça est à prioriser. Donc la coordination va permettre d'essayer de fluidifier les échanges avec les partenaires. La recherche de financement et l'appui à la gestion budgétaire. Donc les maisons de santé contractualisent avec l'assurance maladie et l'ARS pour avoir un financement. L'objectif, c'est de faire en sorte que les équipes se retrouvent dans le financement et quand on dit financement optimisé n'est pas forcément le bon terme, mais voilà, que en fait ce financement leur permette d'aller au bout de leurs envies. Et l'appui à la gestion du site.
Donc il y a des maisons de santé qui sont sans site, des maisons de santé sur un seul site et des maisons de santé multisites. Donc ça peut prendre vraiment des formes très différentes. Et en fait, ce que le sociologue M. Schweyer nous disait lorsqu'on a créé l'association, c'était qu'en fait les équipes ont des degrés de maturité différents et que si une année ou un mois on va être particulièrement investi sur un sujet comme la gestion du site parce que c'est ça le moteur initial de regroupement d'une équipe, l'année d'après en fait l'équipe va avoir mûri, il y a des choses qui vont s'être structurées, des problèmes qui auront été réglés et en fait la coordinatrice doit suivre en fait la dynamique de l'équipe et finalement apporter des réponses ou des méthodologies différentes quoi. Donc en fait on passe d'un extrême à l'autre, enfin d'une fonction support qui améliore l'existant, d'une fonction un peu d'exécution à, je passe les différentes étapes, à en fait une mission qui vise à transformer les pratiques des professionnels de santé à partir d'un projet collectif qui a été écrit par les professionnels de santé et qui est centré sur le patient et qui organise du coup les parcours. Jean-Dominique ou Fanchon, finalement, on se demande comment on faisait avant. Aujourd'hui, une maison de santé sans coordinatrice, est-ce qu'elle fonctionne bien pour autant ? Je pense que ça devient extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué aujourd'hui. Des exercices isolés continueront toujours. Mais quand on est un cabinet de groupe à 2, 3, on n'a pas forcément besoin de coordination. Mais on connaît les échecs, on connaît les écueils, on les connaît bien. Dès que l'on parle d'équipes structurées de soins dans un territoire, sans coordination, c'est impossible. Je pense qu'il faut... Voilà, c'est impossible. Il faut professionnaliser la coordination. C'est tout à fait fondamental. Et on a besoin de la professionnaliser, ne serait-ce que après pouvoir avoir, au niveau de la coordination, des gens qui soient capables, des personnes qui soient capables d'être les interlocuteurs. Certes, il y a bien le leader des équipes qui va aller discuter avec les politiques, c'est bien évident dans un territoire. Mais comment fait-on pour harmoniser le projet de santé, les actions de santé publique avec les besoins du projet territorial de santé porté par l'ARS ? Et à un moment donné, il faut professionnaliser le discours, professionnaliser les méthodes, de façon à ce qu'on puisse se parler sans aucun problème avec l'institution ARS et les financeurs qui sont derrière la CPAM à travers l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc c'est une vraie professionnalisation. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pouvoir se passer les coordinations. Alors les coordinations, elles sont multiples. Elles ne sont pas spécialement dans les équipes locales. Nous aurons les coordinations des CPTS, toutes les relations que l'on va avoir avec toutes les institutions dont on a parlé, tous les parcours de soins des patients et la coordination, les PTA, les MAIA, les CLIC et autres, comment va-t-on faire, et tous les réseaux de soins. Comment va-t-on organiser cette façon de travailler ? Je pense que la mission qui échoit maintenant aux coordinatrices et coordinateurs est considérable. Fanchon, on n'a pas parlé peut-être de diplomatie. Il faut faire preuve de diplomatie. J'ai l'impression, là, quand je vous entends les uns et les autres parler de ce nouveau métier. De diplomatie au sein des équipes. Là, c'est vraiment, c'est vrai que la posture professionnelle attribuée à la fonction de coordinatrice, au coordinateur et à la coordinatrice, oui, il y a vraiment une posture professionnelle du coordinateur et ça fait une grande partie du travail en fait. Parce qu'on est dans des structures où il n'y a pas de hiérarchie en fait. C'est assez horizontal. Du coup, ce qui peut amener les personnes à s'impliquer, c'est vraiment la confiance qui va s'établir entre les gens. Donc du coup, et le fait que qu'on soit efficace. Donc du coup, oui, on est à adapter notre discours en fonction des professionnels parce qu'on sait que cette personne, eh bien, c'est plus ce projet qui va le mobiliser. Ça sert à rien de communiquer avec lui par mail parce qu'il est plus dans une culture de l'oral. Du coup, c'est à l'oral qu'il va falloir vraiment le mobiliser et il sera présent à la réunion. Une autre personne, c'est davantage par SMS. Une autre, c'est... Donc voilà, au départ, c'est vraiment...
cette posture-là et cette adaptation qu'il faut avoir pour arriver à mobiliser un collectif. Ensuite, quand le collectif a vraiment vu la pertinence de travailler ensemble, et du coup, on arrive à mettre certains, on va dire, hier on parlait des différents niveaux, mécanismes de la coordination. Il y avait l'ajustement mutuel, où on disait que l'ajustement mutuel, ça demandait énormément de communication. Et donc c'est assez chronophage et qu'on pouvait aller, un autre mécanisme de la coordination, c'était la standardisation, même si on veut pas trop y aller, surtout dans ces petits collectifs et dans le secteur libéral, mais sur certaines choses, quand ça fait 2 ou 3 fois que l'équipe a vécu cette situation, on commence à mettre en place des procédures, des outils pour faire en sorte que ça soit moins chronophage et que ça soit plus efficace et éviter aussi l'épuisement de tout le monde. Parce que je pense que c'est un peu ça l'enjeu de la coordination, c'est que au départ ça a vraiment été des professionnels de santé sur leur temps personnel de bénévolat qui ont monté ces projets, et on est sur des projets d'organisation de l'offre de soins. Il y a un véritable enjeu que ces projets se perpétuent et soient pérennes et en fait ne se cassent pas la gueule quand le leader ou le fondateur de la maison de santé s'en va. Donc ça demande cette professionnalisation et des outils, des processus pour en fait qu'on soit plus efficace, que le travail collectif soit plus efficace. Pourquoi vous avez eu envie, toutes les deux, vous êtes toutes jeunes, de vous investir dans cette formation à un moment donné? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, moi j'ai envie de faire ça maintenant? C'est très personnel. Moi, je viens du secteur du social. En fait, j'ai une formation d'assistante de service social. Et quand j'ai fait mes stages en tant qu'assistante de service social, j'étais toujours surprise du manque de lien. En fait, pour moi, il y a 2 portes d'entrée. Il y a le médecin généraliste et sur le secteur, sur un territoire, sur un quartier, le médecin généraliste pour tout ce qui est problématique de santé, c'est caricatural. Et après, sur le côté plus précarité, besoins sociaux, tout ce qui touche à l'environnement, c'est le service social territorial. Et du coup, je me disais, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas davantage de lien entre le secteur social et le secteur le sanitaire, les professionnels de santé libéraux. Et donc du coup la réflexion est partie de là, et du social je suis partie vers la santé publique, des stages en MSP, puisque en Belgique il y avait des assistantes sociales dans les maisons de santé, donc je me suis intéressée au mouvement des maisons de santé en France, et voilà. Mais je pense que c'est la réflexion, en fait, du moment qu'il y a un collectif qui commence à exister, à se structurer, à avoir une identité, pour les partenaires extérieurs, c'est plus facile de le solliciter et du coup de commencer à tisser des partenariats. Lui, c'est ce que vous diriez qu'on est au pied de la montagne, il reste tout à faire, ou ça commence à bouger un petit peu? On a un schéma dans la formation Pacte où on a différents bonhommes dans un arbre et il faut arriver à se situer sur quel bonhomme on est dans l'arbre. Est-ce qu'on regarde en haut? Est-ce qu'on regarde en bas? Est-ce qu'on est en train de tomber de la branche? Tout le monde a un avis différent sur la question. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On le voit en fait dans les différents échanges. Ce qui est intéressant en fait, je trouve que c'est que chaque équipe prend le projet de maison de santé par un bout qui lui est spécifique, et donc il y a énormément d'échanges de pratiques, énormément de possibilités en fait pour se former et partager sans avoir à réinventer la poudre d'une fois sur l'autre. Voilà, moi je viens de l'éducation populaire. J'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai fait la coordination dans l'éducation populaire, et pour moi la coordination c'est naturel en fait. Ça devrait être c'est votre seconde nature. Comment ça se fait qu'on n'y est pas allé plus tôt? Adeline, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que vous aimeriez vraiment qu'on professionnalise davantage la coordination et qu'elle soit mieux reconnue. Oui, mais ça va exactement dans le sens de ce que disaient Jean-Dominique, Luce et Fanchon, puisque moi aussi je parle en tant qu'IPA de coordination de soins, mais je fais aussi de la coordination en santé, de par ma position de formatrice dans la formation Pacte, mais aussi parce que je suis issue d'une petite MSP rurale où en fait j'ai 50 000 casquettes parce que on n'a pas beaucoup de moyens. Donc il faut bien que je fasse de la coordination administrative, structurelle en santé, coordination de soins, toutes sortes de coordinations. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, comment on fait quand nous n'avons pas de coordination? Dans une maison de santé, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait on regroupe
un tas de professionnels qui ont des spécificités liées à leur profession, un code professionnel bien spécifique, avec un langage bien spécifique, et on dit à ces personnes, mais venez travailler ensemble, c'est magnifique. Et en fait, c'est loin d'être évident, parce qu'on est tous pris dans notre vie, dans notre activité quotidienne, on n'a pas beaucoup de temps, ça nous demande beaucoup d'implication. La dynamique collective, c'est compliqué. Quand ça fonctionne, c'est génial, mais c'est en même temps très fragile. Donc, cette fonction de coordination, si on veut que ça fonctionne au sens de monter des projets, dynamiser le territoire, répondre aux besoins des patients, on a besoin de coordination. On ne peut pas faire sans coordination, toutes sortes de coordination. Et les personnes qui font de la coordination ont besoin de reconnaissance, ont besoin de structuration, et donc ont besoin de professionnalisation. Et je pense que c'est absolument, on pense tous ça, certainement, qu'il faut absolument donner une légitimité à cette fonction. Docteur Nathalie Chaoui, qu'est-ce que ça fait résonner tout ça en vous? Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot de coordination? Tout le monde coordonne, en fait, non? Mais c'est ça le problème. Ouais. Est-ce que c'est un problème? Le problème, c'est qu'on n'identifie pas où s'arrête une coordination, où se termine l'autre. Et tout l'enjeu, c'est pas de recréer des coordinations, mais c'est de réussir à articuler ces coordinations diverses et intéressantes, chacune d'entre elles, autour d'un parcours patient. Et le problème, c'est qu'on a quand même, c'est des métiers qui émergent, il faut qu'on trouve nos places et il faut qu'on trouve la façon de s'articuler de façon efficiente autour de ce parcours. Et ça, on l'a pas encore, on est en train de se tâtonner. Allez, je voudrais qu'on prenne 5 minutes, 10 minutes pour échanger avec vous dans la salle. Vous êtes nombreux ce matin, on est ravis. Voilà, on peut prendre le temps d'échanger, poser des questions, interpeller, partager vos expériences. Il y a un bras qui se lève, un monsieur avec un polo noir, t-shirt noir. Attendez, j'ai pas mis mes yeux comme hier. Monsieur avec un magnifique t-shirt noir. Bonjour. Bonjour. Olivier Darey, médecin généraliste à Vérac, dans le Lot. Je voulais juste, c'est notre petit débat qu'on a habituel avec la Forms, rappeler que la coordination, l'organisation interprofessionnelle ne se limite pas forcément aux maisons de santé pluridisciplinaires. Les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est une belle idée. C'est une idée qui est venue d'un syndicat, le mien, il y a quelques années, qui a maintenant est complètement autonome, mais qui est limité par sa structure. Actuellement, nous avons relativement peu de maisons de santé pluridisciplinaires en France. Je crois qu'on est avec les vraies maisons de santé. Je ne parle pas des trucs qui ont été créés par des communes et qui ont marqué maison de santé. Des maisons de santé pluridisciplinaires qui bénéficient parce qu'ils ont un bon cahier des charges et qui bénéficient de la CI. Il doit y en avoir, Jean-Dominique, je crois qu'il doit y en avoir 600 ou 700 en France. Ça touche à peu près 10% des médecins. Donc à la question de savoir, il n'y a pas de vision sans maison de santé, malheureusement actuellement il y a 90% des médecins qui ne sont pas en maison de santé pluridisciplinaire. Donc il faut trouver d'autres organisations, d'autres structures. Alors il y a les centres de santé, il y a le collègue le centre de santé qui est là, qui existent aussi, qui sont d'une bonne solution pour certains secteurs en déshérence médicale, où il faut un centre de santé, c'est quoi une maison de santé, à part que les gens sont salariés, je résume à peu près la situation, où les gens ont l'habitude de travailler en équipe, voilà. Et puis, il faut qu'on arrive à développer de plus en plus des structures beaucoup plus légères, que sont les équipes de soins primaires, c'est-à-dire des gens qui ont envie de travailler ensemble, mais qui n'ont pas forcément envie de monter un énorme cahier des charges avec un budget, avec un truc pour monter une maison de santé, qui n'ont pas envie d'avoir un logiciel commun, parce que moi, quand on m'a présenté il y a quelques années Chorus, j'ai dit, ça sera sans moi. Parce que c'est pas un bon logiciel, c'est très très compliqué, c'est très contraignant. Donc une équipe de soins primaires, c'est des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui peuvent se réunir, qui ont un petit financement, donc qui ne permet pas de financer une coordinatrice, malheureusement, mais qui permet de travailler ensemble. Donc il y a d'autres organisations. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on arrive à réfléchir sur une structure organisationnelle territoriale où il y a des maisons de santé, où il y a des équipes de soins primaires, où il y a des centres de santé, et où il y aura toujours encore des médecins seuls dans leur cabinet, parce qu'ils ne veulent pas avoir une autre structure. Et puis il faut respecter ce choix aussi. On va faire réagir Docteur Laporte, Benjamin, si vous pouvez nous apporter un micro à ce qui vient d'être dit. Oui, je voulais te remercier, Olivier, d'élargir le débat. Évidemment. Aujourd'hui, on est à 10% de la population médicale en maison de santé. Il y a eu des dérives.
C'est-à-dire que des communautés de communes, des élus ont voulu nous créer des coquilles vides. Et on s'aperçoit que l'évolution du système de santé se fera par la base ou ne se fera pas. Donc c'est d'abord la base qui compte. Là-dedans, quel est le mouvement? Le mouvement, il explose côté maison de santé. Pour vous donner une petite idée, en 2017, nous avons accompagné 39 équipes sur l'Occitanie. En 2019, 119. Pour vous dire, la roue tourne à une vitesse considérable. Alors là-dedans, on se rend compte effectivement qu'il faut garder l'esprit ouvert, mais totalement ouvert, parce qu'il y a les équipes de soins primaires. Alors les équipes de soins primaires, effectivement, mais il n'y a rien à dire, c'est des gens qui ont envie de travailler ensemble, mais qui n'ont pas envie de s'ennuyer avec des structures. Et pourquoi pas? Ce qui compte, c'est le bonheur des patients qui se trouvent là, la réponse à un territoire. Et dans un petit territoire, mais quel est le problème d'avoir des ESP? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire, pourvu qu'il y en ait beaucoup. Je crois qu'il faut garder l'esprit très ouvert. Que vont devenir les communautés professionnelles territoriales de santé? Bon, on travaille beaucoup avec les URPS sur le sujet, parce que c'est une véritable nouvelle organisation, tout à fait passionnante, mais qui, pour vivre, ne vivra que par la passion des gens qui travaillent sur un territoire. On n'en sortira pas. Donc, qui c'est qu'on va avoir dans les CPTS? Tout le monde. Si on n'a pas tout le monde, c'est une catastrophe. Donc, il faut qu'on ait les libéraux qui ont envie de rester libéraux, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a aucune raison, c'est très important. Le tout, c'est qu'on arrive tous à travailler ensemble autour des mêmes langages. Donc je pense qu'on ne va pas échapper à la coordination des CPTS. Et les missions des coordinations dans les CPTS va être un chapitre un peu compliqué où il va falloir apprendre à travailler avec tout le monde. Vaste chantier, vaste chantier. Le problème des centres de santé. Aujourd'hui, pour moi, mais peut-être que c'est une réflexion de vieux couillon de la médecine, il n'y a plus de problème. Quel est le problème? Il n'y en a pas. Je vais vous citer un exemple. C'est toujours chez notre ami Didier Ménard, l'indice de bonheur partagé. Il est au pied du Stade de France. 32 nationalités. Quand on s'est retrouvés ensemble il y a 15 ans à Paris, où on parlait du début des maisons de santé, lui, l'objet de la maison de santé, c'était d'avoir un médiateur social dans sa maison de santé. On ne parlait pas de pluriprofessionnalité spécialement, il voulait un médiateur social. Aujourd'hui, il en est à se défendre dans sa MSP avec le pilotage de je ne sais plus combien d'associations de quartier qui fait du social, qui fait de l'accompagnement, du dépistage des cancers du sein, voilà, avec des histoires croustillantes. Les 4 médecins qui lui ont succédé, il en a fallu 4 pour remplacer un, lui ont dit, mais 100% de notre clientèle, ils sont à la CMU, en tiers payant et tout ça. On veut être salarié. Il s'est transformé en centre de santé. Et alors, pour moi, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, dans quelques territoires isolés, j'étais à Axat avant de venir ici, le pauvre médecin est complètement débordé, au fond du burn-out. La seule solution que l'on aura, c'est un médecin salarié. Et c'est offert par la récente loi de santé, un médecin salarié qui va se partager entre l'hôpital de Limoux et Quillan et sa clientèle à Axat, médecin salarié. Au vieux médecin que je suis, quand on nous parlait de ça il y a 20 ans, je ne vous dis pas les réactions dans le landerneau médical. C'était extraordinaire. Donc aujourd'hui, il faut se garder d'avoir des idées complètement bornées. J'étais ravi de l'atelier ce matin où il y avait les gens de Filieris, et enfermés dans Filieris, je disais, mais on bouge de tout ça, sortons-nous de tout ça, faisons vivre tout le monde ensemble autour d'un territoire, et ce qui compte, c'est le projet de santé territoriale, et qu'on parle de réponse de santé autour d'un patient. Merci. Question alors, monsieur, ici. Bonjour, Laurent Raffier du réseau de périnatalité. Alors j'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à ces nouveaux métiers et que j'aurais aimé que vous m'éclairiez. Parce que
ce sont des nouveaux métiers au pluriel. Et que je n'arrive pas bien à situer déjà les différents métiers qui apparaissent et du coup leur spécificité, leur articulation. Hier, on a entendu le mot gestionnaire de cas. Après, on a entendu aussi le terme de coordinateur de parcours. Là, on entend parler de coordinatrice, alors d'équipe de soins, je ne sais pas exactement quel est le terme employé, et maintenant d'infirmière en pratique avancée également. Deux choses différentes, mais sur lesquelles apparemment il y a des éléments qui se recoupent, puisqu'il y a les coordinatrices font aussi du soutien à la coordination de parcours, j'ai bien compris. Bon bref, il y a déjà quatre termes, quatre intitulés de métiers qui sont apparus autour des 2 jours qui sont écoulés, et j'avoue que j'avoue ma perplexité, et ce d'autant plus que réseau de santé, nous montons des projets, nous imaginons des personnes qui vont mettre en œuvre ces projets, et alors là je sais plus qui je vais mettre sur ce projet, un gestionnaire de cas, alors jusqu'ici on parlait juste de coordinatrice médicale au sein de notre réseau en particulier. Bon, voilà, je vais pas détailler ce que ça veut dire. Je rajoute une 5e couche. Tout ça est un peu opaque, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, c'est pas opaque. C'est pas encore d'une grande clarté, d'une grande limpidité, l'articulation n'est pas encore simple. Mais c'est pas opaque. On voit quand même ce qui se passe, mais c'est pas opaque au sens où c'est complètement brouillé, mais il y a besoin, je pense, d'un petit peu plus d'articulation entre ces différents métiers. Merci. Franchement, vous voulez rajouter quelque chose, docteur Peut-être qu'on peut s'appuyer sur les concepts qui ont été présentés hier par Monsieur Lamine, je crois, pour essayer de distinguer les différentes coordinations dont vous avez évoquées et qui ont été présentes dans nos discours. C'est peut-être en termes de niveau, quand on parle de la coordination clinique, là c'est coordonner l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès du patient. Donc on est sur un niveau micro autour du patient. Donc là, ça sera davantage l'IPA. Tu me dis si je me trompe. Et la coordinatrice de parcours de soins ou de santé. Et alors pour faire la distinction avec la coordination de maisons de santé ou d'équipes de soins primaires, de structures d'exercice coordonnées, on peut l'appeler comme ça. Là, c'est plus le niveau méso-structurel de l'organisation. Et là, on coordonne une équipe, un collectif, on met en place des outils pour que la coordination autour du patient puisse se concrétiser. Donc peut-être la diapo de hier, où il y avait les 3 niveaux de coordination, micro, méso et macro, si on pouvait essayer de se repérer en utilisant ce type de concept, c'est comme ça qu'on se distinguerait. Alors Adeline et puis docteur Nathalie Chaoui. Je voudrais juste compléter en disant que l'émergence de ces nouveaux métiers ou de ces nouvelles fonctions répondent forcément à des besoins. Des besoins de la part de la population, puisque c'est un secret pour personne que nous avons une population vieillissante, une population de plus en plus polypathologique, avec des pathologies chroniques qui sont de plus en plus lourdes, et qui mettent en difficulté le patient et aussi les professionnels de santé pour les prendre en charge. Donc, face à ce constat, on est bien obligé de réagir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a aussi je sais pas trop comment vous donner la bonne formule. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que ce que vous dites, c'est un discours que j'entends très souvent quand je vais au-devant des gens, dans des congrès, dans des séminaires, et que effectivement, on se perd dans tout ça, mais que ces évolutions-là, elles sont peut-être nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins que nous avons par rapport à l'évolution de la société. Oui. Voilà. Nathalie. Alors moi je suis d'accord, mais il y a les niveaux de coordination, on est d'accord, mais il y a des structures qui coordonnent.
Parce que parler de niveau de coordination, ça n'identifie pas une structure. Vous dites on fait de la coordination micro, etc. Mais finalement, les maillas en font aussi, les réseaux en font aussi. Et c'est là la difficulté. Finalement, les coordinations, dans ce que vous décrivez, c'est fait ailleurs sur d'autres structures. Et c'est pas antinomique. Mais il va bien falloir qu'on se connaisse et pour travailler en efficience et pas en redondance. Et c'est bien toute la difficulté de la coordination et des enjeux qui sont à venir. Alors, on a deux questions, monsieur, et puis ensuite madame derrière. Et puis au fond de la salle aussi. Marc Grenier, pilote Maillot Pyrénées. Alors justement, oui, il faut parler aussi de ce nouveau métier qu'est la gestion de cas, je pense. Ça aurait été intéressant, même peut-être qu'à cette table ronde, s'il puisse y avoir une gestionnaire de cas qui témoigne de ce qu'elle fait. Quand on parle de coordination clinique, on l'a vu aussi dans la pyramide de la complexité, il y a une intensivité différente dans la coordination en fonction de la complexité en fait de la situation. Pour ce qui est de la gestion de cas complexes qui a été mis en place dans le cadre de la Mailla, là on a affaire à des situations très complexes, une coordination très intensive, avec un nombre de situations qui est très limité, une formation qui est spécifique. Il y a un DIU, un diplôme interuniversitaire. Ça fait 10 ans quand même que ce nouveau métier a déjà démarré. On a un certain retour d'expérience par rapport à ça. Voilà. Et j'aurais presque envie de lancer moi un appel à témoins parce que moi je peux parler de la gestion de cas, mais je pense que c'est les gestionnaires de cas qui en parleraient le mieux. Et il y en a dans la salle, je sais. Alors je sais pas si elles vont se dévoiler. Mais, il y en a peut-être aussi des messieurs qui font de la gestion de cas dans la salle, mais ils sont moins fréquents. Alors, y a-t-il des gestionnaires de cas dans la salle? Faisons tomber les masques. Eh bien non, a priori. Si, il y en a. Si. Je sais qu'il y en a. Je ne vais pas les désigner, mais... Alors, mesdames, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? L'une ou l'autre? Parce que le temps file là. Bonjour. Bonjour, Claire, gestionnaire de cas Mailla Camargue-Vidourle dans le Gard. Approchez bien le micro, madame. Ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Je crois qu'il faut qu'on arrive à apprendre à se connaître. Je pense qu'on peut être complémentaires quand même. Mais il faut vraiment qu'on arrive à se connaître et il faut surtout qu'on arrive surtout à prendre notre téléphone, à dire qu'on existe, qu'on est là et surtout, puisque j'ai déjà ce souci, on en parle souvent avec Fanchon, qu'on nous repère, qu'on nous interpelle et qu'on nous reconnaisse. Voilà. Adeline et monsieur Laporte. Adeline? Pardon. Micro-sieste, ça s'appelle. Non, je croyais que vous aviez donné la parole à monsieur Laporte avant. Je voulais juste préciser que nous sommes tous issus de territoires différents, avec une offre de soins différente et adaptée à notre territoire, où il va y avoir des territoires où la Mailla va très bien se développer et s'insérer dans les territoires, d'autres territoires où ça va manquer cruellement, et qu'en fait, je pense que il faut se baser sur l'existant et sur ce que nous avons déjà en place sur nos territoires. On parlait hier de logique populationnelle. Maintenant, l'État est bien conscient qu'en fait, il faut donner le pouvoir, entre guillemets, aux acteurs de territoire. Et donc, en fait, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il existe tout un tas de solutions différentes sur les territoires qui peuvent être complémentaires, mais une infirmière en pratique avancée sur un territoire où il y a déjà une Mailla très bien en place et une coordination en santé bien établie, l'infirmière en pratique avancée, elle n'a rien à développer de compétences de coordination. Elle va développer d'autres compétences ou bien elle va s'implanter ailleurs. En fait, ce qui est important, c'est de toujours partir du territoire et des besoins que nous avons sur notre territoire. Et à partir de là, on travaille ensemble en collaboration, main dans la main. Et c'est déjà bien assez compliqué comme ça, mais ça risque de se passer mieux. Jean-Dominique, rapidement, et puis on a encore une ou deux questions et on clôt le débat. Très rapidement, c'est simplement que les gens ne se connaissent pas entre eux. Et j'ai eu des très mauvais vécus dans ma région, simplement par mes connaissances. J'ai été le pourfendeur du fameux millefeuille dont on a parlé hier, qui me hérisse le poil. Quand on rapporte la Mailla, vraiment dire gestion de cas complexes, ça me parle davantage. Et là, il s'agit simplement que la coordination des maisons de santé et surtout la coordination des CPTS
soit pleinement imprégné de ce que dit Adeline, c'est-à-dire des structures locales. Et c'est un des premiers chantiers d'une CPTS ou d'un regroupement des professionnels locaux. Sinon, c'est une catastrophe. Madame, au fond de la salle, et puis on aura une toute dernière question et on conclut. Bonjour. Bonjour, je suis Virginie Lopez, cadre de santé à l'hôpital de Carcassonne. Donc je voulais réagir parce que, effectivement, quand vous faites le détail ou que vous présentez votre métier de coordination, moi je me retrouve énormément dans mon métier de cadre de santé dans un centre hospitalier et j'ai envie de vous dire que je suis une ancienne infirmière libérale et une ancienne infirmière libérale sur le secteur d'Olonzac, donc à côté de Pouzol, donc je connais bien le secteur. Et ce qui nous manque à l'hôpital, que je peux dire parce que j'ai eu les deux casquettes, c'est qu'effectivement on n'a pas la connaissance des compétences qu'on a sur le terrain et sur la proximité. Je m'occupe du service de pneumologie, donc où la pathologie chronique respiratoire, bien sûr, est 80% de l'activité du service. Et comment vous dire, la difficulté qu'on a quand on a des patients ultra complexes à faire sortir à domicile pour retrouver justement cette compétence-là. Donc, mon expérience fait que j'essaye de baisser les murs de l'hôpital pour faire rentrer la ville et avoir des échanges privilégiés, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut en face que vous ayez la possibilité de venir et qu'on se rencontre pour pouvoir après élaborer un maillage entre la ville et l'hôpital. Fanchon, rapidement. Juste pour revenir, ça va faire le lien du coup avec votre remarque sur la complémentarité de la coordination qui s'installe dans les exercices coordonnés et les MAIA. Parce que voilà, il y a les PTA, mais il n'y en a pas dans le Gard, c'est pour ça que je ne peux pas encore témoigner. Mais en tout cas, il y a deux pilotes. Il y a deux pilotes MAIA du coup du Gard dans la salle que je vois, et on a vraiment cherché à travailler cette complémentarité en invitant du coup les gestionnaires de cas aux réunions de concertation pluriprofessionnelle, et du coup voilà, apprendre à mieux se connaître et après de se saisir des situations où il y a vraiment une intensité du suivi nécessaire, et du coup c'est la gestion de cas qui prend le relais, et aussi par les groupes de travail qu'ont proposé les MAIA sur le territoire qui correspondaient totalement aux besoins des professionnels de santé, dont un qui était, peut-être je vous laisse la parole, qui est en partie, je pense, un outil qui peut permettre de répondre à la problématique que vous mettez en avant de il y a un patient qui arrive, quelle est l'équipe de proximité qui est autour de ce patient. Donc peut-être Manuel, si tu veux. Alors, à qui vous adressez pour faire un complément de monsieur très rapidement, parce qu'on prend une toute dernière question et puis on va conclure pour pas être en retard. Donc c'est Manuel Gabary, donc pilote de la MAIA et Guelpic Saint-Loup, bidépartemental puisque à la fois sur le Gard et sur l'Hérault. Donc bien évidemment, quand on arrive sur un territoire avec une complexité déjà de territoire, donc on s'appuie d'abord sur un diagnostic de terrain, on essaye d'aller voir ce qui pêche, ce que sont les zones blanches, et ensuite on va voir l'ensemble des partenaires. Donc moi j'ai pris ce métier de pilote MAIA vraiment comme un VRP, et j'ai été rencontrer l'ensemble des partenaires, qu'ils soient sanitaires, sociaux, médico-sociaux du territoire, afin avec eux d'établir un questionnaire, c'est-à-dire que vous êtes sur un territoire, vous savez faire, mais comment on peut faire ensemble? Donc là, c'était l'idée, et après, on a travaillé sur des groupes de travail auxquels ont participé l'ensemble des personnes dans les différents secteurs cités tout à l'heure. Et là, on a commencé à réfléchir comment on pouvait arriver, non pas sur de la réunionnite, parce que souvent on est là dans de la réflexion, et ce que veulent les gens aujourd'hui, et notamment parce qu'on a parlé de la confiance tout à l'heure des politiques, c'est-à-dire que les politiques aussi, ils en ont marre de dire, nous on finance, on fait des choses, etc., tout ça et tout, mais on veut du concret. Et le concret c'est quoi? C'est mettre en place des outils, des manques. Moi je suis sur un territoire dans lequel, qui est une zone très rurale,
à savoir les villes les plus importantes, c'est 3500 habitants, j'en ai 3, puis le reste c'est de la ruralité. Donc avec des problèmes liés que l'on connaît un petit peu partout, hein, mais qu'on peut retrouver aussi dans les villes, hein, comme Montpellier, puisqu'on travaille aussi en lien et en partenariat. Et on a su déjà, nous, se coordonner entre l'ensemble des pilotes du territoire Gare et Hérault, et donc ça a été un petit peu ce travail qu'on a pu faire, et ensuite vraiment travailler avec les organismes, et notamment la CPTS, les maisons de santé pluridisciplinaires, et l'ensemble des organisations et coordonnateurs, pour pouvoir, ensemble, se dire, on va être efficient, non pas. Et là, j'ai bien aimé hier ce qui avait été dit, c'est-à-dire qu'on va bricoler ensemble. C'est-à-dire que chacun va amener son expérience avec une écoute. Et si on veut vraiment arriver à cette intégration, à ce travail de coordination, il faut que chacun arrive à faire son petit pas de côté. Voilà. Merci monsieur pour votre témoignage. Alors on va prendre une toute dernière question au fond, parce que ça fait un petit bout de temps que vous levez la main, madame. Et puis on va conclure parce qu'on dépasse le temps. Bonjour, Stéphanie Courtois, directrice communication pour l'offre en santé Filiéris. Je voulais juste effectivement abonder dans le sens notamment du docteur Varenne et puis des autres intervenants dans la salle et ajouter qu'il y a aussi des réponses, comme le disait Fanchon autrement, des réponses personnalisées, personnalisables en fonction de chaque territoire. Je sais que la Forms aussi revendique un petit peu ce type d'organisation personnalisée et vraiment territoriale, locale. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous, on a pu voir émerger ou faire émerger avec des professionnels de santé libéraux, puisque nous avons un modèle basé sur le salariat, qui fonctionne, mais peut-être que le modèle transposé ailleurs ne fonctionnerait pas. C'est vraiment parce que on l'a adapté au territoire et au maillage sanitaire et médico-social local. Merci beaucoup de votre témoignage. Moi, je voudrais qu'on remercie l'ensemble de nos intervenants à cette table ronde pour la grande qualité de leurs propos. Merci monsieur, merci mesdames. Merci à vous tous de votre attention et de votre participation active. Il est l'heure de déjeuner. Je vous souhaite une excellente poursuite de journée.